Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer dans ce journal. 2 hommes toujours en fuite après l'évasion spectaculaire des Baumettes à Marseille. Celui qui est en cavale a été condamné pour meurtre. Le plan épervier a été déclenché. À la tête du premier groupe mondial du luxe, Bernard Arnault, patron de LVMH, s'apprête à se lancer dans un domaine où l'on ne l'attend pas, Internet. Portrait de cet homme discret qui a construit un véritable empire. Dans le siège de Bougainville, l'expédition de ces scientifiques français à bord d'une jonque chinoise réplique du XVIIe siècle pour un périple entre le golfe du Bengale et la Mélanésie. Escale parisienne pour l'Étoile des Étoiles. Sylvie Guilaine, elle dansera le Lac des Cygnes à l'Opéra Bastille dans la version de Rudolf Nureyev. 24 heures après l'évasion par hélicoptère de la prison des Baumettes à Marseille, 2 hommes sont toujours en fuite. Le plan épervier a été déclenché. Quelques 500 gendarmes sont à la recherche des malfaiteurs. L'un est fiché au grand banditisme. Il a été condamné pour meurtre. Il purgeait une peine de 15 ans de réclusion au moment de son évasion. Le point avec Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. 2 hommes et une femme sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre. Contrôle routier, surveillance des ports, aéroports, patrouille jusque dans les campings pour tenter de retrouver Ange Burési, le seul détenu encore en fuite, et ses 2 complices, organisateurs de l'évasion. C'est dans cette carrière de Cassis que les enquêteurs ont perdu leurs traces hier après-midi. L'hélicoptère a déposé 4 évadés et leurs complices. 3 d'entre eux devaient être interpellés un peu plus tard à Marseille. Le pilote a alors rejoint sa base du Castellet avec, sous l'appareil, accroché par un filin, le corps sans vie d'un des détenus, tué par balle. C'est ici, au Castellet, qu'avait commencé la spectaculaire évasion avec la prise d'otage du pilote. L'hélicoptère a ensuite rejoint la prison des Baumettes, s'est mis en stationnaire au-dessus de la cour de promenade pour permettre à 5 hommes de s'accrocher à des cordes. Pourtant, aux Baumettes, comme dans d'autres prisons, des filins de protection sont tendus au-dessus des endroits sensibles pour empêcher un hélicoptère de se poser. Quand ce dispositif de sécurité a été mis en place, c'est-à-dire des filins qui sont tirés en travers des cours de promenade, nous avions déjà alerté l'administration en leur disant que l'espacement entre chaque filin, qui se situe entre 5 et 6 mètres, était trop important, et nous les avions mis en garde sur le fait qu'un hélicoptère en vol stationnaire pouvait tout à fait lancer une échelle pour récupérer des détenus. La preuve la plus évidente, c'est ce qui s'est passé hier. Et ce qui s'était passé auparavant également, 3 tentatives d'évasion entre 91 et 92, dont celle réussie d'André Fischer, par hélicoptère depuis le toit des Baumettes. En Allemagne, un attentat dans une discothèque dans la ville de Merseburg a fait 16 blessés, dont 10 graves. La bombe était cachée dans un bac à fleurs sur une terrasse avoisinante. La police ne dispose d'aucun élément sur les raisons de cet attentat. L'actualité au Kosovo, avec depuis plusieurs jours la manifestation de centaines de réservistes de l'armée yougoslave qui réclament le paiement de leurs soldes. Des soldats armés ont dressé des barrages dans le centre de la Serbie, coupant la circulation de certains axes. Après 11 semaines de conflit, ils exigent le paiement d'une indemnité, autant de soubresauts qui marquent une opposition ouverte à Slobodan Milosevic. À Kragujevo, nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier et Bruno Giraudon. Impossible de manquer le monument à tous les soldats serbes de la Première Guerre mondiale. Il domine le centre de Kragujevo et rappelle la tradition militaire du pays. Aujourd'hui, c'est la démobilisation des réservistes et Kragujevo semble retrouver un visage paisible. La veille, voilà à quoi ressemblait la ville, bloquée par la mutinerie de réservistes. De retour au Kosovo, ils réclament leur solde. Cette histoire incroyable a été filmée de bout en bout par la télévision locale. Pourquoi vous êtes là, demande le journaliste. Les réservistes, répond celui-ci, sont ici depuis ce matin car on veut notre argent, nos indemnités quotidiennes et tout ce qui nous appartient. Nous on est ici pour voir ce qui va se passer avec tous les morts qu'on a eus et tous les blessés qui vont rester handicapés. Qui va les aider, hein? Qui? L'homme n'a pas fini de s'exprimer. Il écarte la police militaire qui veut que la caméra s'en aille. Tiens, regarde, ça c'est le papier de la télé de Kragujevo qui déclare qu'elle n'a pas pu diffuser les images des réservistes en colère. Parce que vous savez quoi? C'est la sécurité d'État qui a pris les cassettes. Du coup, les mutins envahissent les couloirs de la télévision.
Les policiers les ont effectivement devancés en saisissant une partie du matériel. Une partie seulement, le reste a été caché, et pour cause. Même si une fois payés, les réservistes ont levé leur barrage, il reste que le nom de Milosevic aura été conspué par sa propre armée. Un avertissement sans frais, car la contestation trouve ici peu d'espace d'expression. La télévision de Kragujevo en est la parfaite illustration. Financée par la commune dont le maire est un opposant, son émetteur a été bombardé par l'OTAN. Et sa profession de foi démocratique bute sur le manque de moyens. Vous savez, c'est très dur d'expliquer aux gens ce que veut dire la démocratie occidentale, car de ces démocraties, ils n'ont reçu que des bombes. Ces bombes, c'est sûr qu'elles ne tombaient pas que sur Milosevic et son régime, mais la plupart sont tombées sur des gens simples. Malgré le mécontentement des réservistes de Kragujevo, la population n'a pas suivi. Les formations d'opposition qui organisent ce mardi la première manifestation d'après-guerre dans la région espèrent mobiliser davantage. Mais les Serbes semblent plus préoccupés aujourd'hui par des conditions de vie qui ne cessent de se dégrader. Et puis à Pristina, on a appris la mort d'un membre de la communauté internationale et de son interprète tué par balle la nuit dernière. Après les raids aériens de l'armée israélienne sur Beyrouth et ses environs, le calme est revenu ces 3 derniers jours au Liban Sud. Le Hezbollah, qui menaçait hier encore de bombarder une nouvelle fois le nord d'Israël si l'État hébreu poursuivait ses attaques. Sur place, nos envoyés spéciaux, Alain Chalvron, Dominique Merlin. Au sud du Sud-Liban, c'est le Hezbollah Land, le pays du parti de Dieu chiite qui mène la résistance contre les Israéliens. Les Israéliens qui sont ici, au-delà de cette ligne de crête, occupant une bande d'une dizaine de kilomètres de territoire libanais. Kabriga est situé sur la ligne de front. Ce village a perdu les 2/3 de sa population et s'il y avait le tabac, il serait probablement complètement abandonné. Il est bombardé quasiment tous les jours. 2 enfants ont encore été blessés jeudi alors qu'ils jouaient. On n'en peut plus, disent ces femmes, c'est sans arrêt, on ne peut même plus récolter le tabac. Il faut continuer à combattre les Israéliens jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Le muezzin chante à tue-tête dans ce village à moitié désert. Le mollah appelle à la résistance. Ici, tous les hommes ou presque combattent et ne sont pas peu fiers des lourds coups portés à l'ennemi. L'armée israélienne subit de plus en plus d'échecs. Elle devient la risée du monde. Les bombardements de l'autre jour sont peut-être un moyen de remonter son moral. Ehud Barak, le nouveau Premier ministre israélien, a promis d'évacuer son armée de ses positions au sud-Liban, tout comme cette petite ville de Jézine, occupée depuis 18 ans, a été évacuée par Israël et ses alliés libanais il y a 1 mois. Nous voulons la liberté complète pour la vie et pour tout le Liban. J'espère que les Jéziniens rentrent à Jézine, reviennent à leur pays et de vivre une vie normale comme tous les autres. Les Israéliens, désormais gouvernés par les travaillistes, vont-ils tenir leur promesse de quitter tout le Sud-Liban en l'espace d'1 an, comme ils viennent de quitter cette ville de Jézine? Le Hezbollah certainement ne croit pas en leurs bonnes paroles et maintiendra la pression militaire. Georges Papadopoulos est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans à Athènes. L'ancien dictateur est tristement célèbre pour la dictature des colonels qu'il imposa à son pays de 1967 à 1974. Les médias grecs ont à peine signalé le décès de celui qui fut l'homme fort de la junte des colonels. En France, après sa démission fracassante à la tête du RPR, Philippe Séguin est sorti de son silence aujourd'hui, un silence qu'il avait observé depuis son départ et à la suite des élections européennes. Interviewé chez nos confrères de TF1, Philippe Séguin constate un affaiblissement de la présidence de la République qui s'est aggravé depuis 1995. Je vous propose de l'écouter. Actuellement, nous avons une présidence affaiblie, il faut le dire. Affaiblie d'abord parce que pourquoi ne pas le reconnaître? Il y a eu une déception après 1995. Il y a eu ensuite l'acte de dissolution lui-même, qui était, me semblait-il, plus un acte de Premier ministre qu'un acte de président de la République et qui posait déjà un problème institutionnel. Il y a eu ensuite le fait que la dissolution n'a pas donné les résultats escomptés. Et puis il y a enfin cette période de cohabitation dont j'ai eu l'occasion de dire quelles étaient les conséquences. Alors dans ce contexte, que faire? Eh bien, constituer des mouvements politiques dignes de ce nom.
c'est-à-dire qui enrichissent, en dehors de l'aspect institutionnel, qui enrichissent le débat public, qui rendent à la politique ses lettres de noblesse. Et Philippe Séguin a annoncé qu'il restait au RPR pour y vivre sa vie. Fin de citation. Après le succès inespéré aux européennes de la liste chasse, pêche, nature et tradition, la première étape d'un Tour de France organisé par ce mouvement emmené par Jean Saint-Josse. Pour l'occasion, le lieu de rassemblement avait été judicieusement choisi puisque c'est dans cette commune des Hautes-Pyrénées que ce parti a fait son meilleur score. Christophe de Balembras, Olivier Combes. Bonjour, merci, bravo. Tout le monde a travaillé, j'ai pas fait tout ça tout seul. C'est le tour d'honneur de Jean Saint-Josse qui débute aujourd'hui. Le leader de chasse-pêche nature et tradition va consacrer son été à remercier les électeurs CPNT pour le bon score des européennes. Première étape de son Tour de France, le petit village de Troulé-la-Barthe dans les Hautes-Pyrénées. C'est ici que la liste a fait son meilleur score, 86%. Quand j'ai ouvert la dernière enveloppe, que j'ai vu qu'il y avait encore un bulletin CPNT, je n'avais pas compté encore en pourcentage, mais j'ai eu la larme à l'œil. Troulé-la-Barthe, 70 habitants qui ne veulent pas voir leur village partir à l'abandon. 48 votants aux européennes, 41 bulletins pour la liste CPNT. Ça correspond vraiment à nos idées. On veut que les gens prennent des décisions, mais s'ils prennent des décisions, qu'ils voient ce qui se passe réellement sur le terrain. Au niveau campagne, au niveau tradition, au niveau ruralité, c'était la liste qui concernait le plus ce milieu-là. Et ces valeurs ont séduit. La liste a égalé celle du Parti communiste avec 6 députés élus. Dans son Tour de France, Jean Saint-Josse entend bien convaincre du nouveau poids politique de CPNT. Si on regarde effectivement nos scores, on est en tête dans 80% des communes rurales. C'est un message fort au gouvernement. La campagne électorale a été le déclic. Il faut maintenant bâtir un programme sur l'aménagement du territoire qui ne soit pas qu'un programme large ou imprécis. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Le Tour de France de Jean Saint-Josse servira aussi à construire ce fameux programme. En parallèle, les élus CPNT tentent de rassembler un groupe parlementaire qui pourrait le défendre à Bruxelles. Des contacts ont été pris, encore confidentiels. Sur la scène économique, dans l'univers feutré du luxe, la bataille de Bernard Arnault, patron de LVMH, contre François Pinault pour le contrôle de Gucci, a occupé le devant de l'actualité ces dernières semaines. Bernard Arnault, 7e fortune de France, a construit, ciselé son empire, un homme discret préférant laisser la vedette aux réussites de son groupe. Ces jours-ci, Bernard Arnault devrait faire une annonce dans un domaine où on l'attend peu, celui d'Internet. Il s'apprête à lancer un fonds d'investissement européen. Son portrait, Pascal Golomer, Didier Dahan. On a plutôt coutume de l'apercevoir autour des défilés de mode. Et voilà Bernard Arnault surfant sur Internet. Qu'est-ce qui vous intéresse là? Qu'on ne se méprenne pas, le patron d'LVMH n'a pas trouvé là un nouveau passe-temps. C'est d'investissement qu'il s'agit. Gros investissement, plusieurs centaines de millions de francs dans une vingtaine de projets aux États-Unis et de plus en plus en Europe. Vous savez les dernières nouvelles? C'est une révolution. On est dans une révolution industrielle, c'est ce que beaucoup de spécialistes pensent. Comme toutes les révolutions, on sait comment ça commence et on ne sait pas très bien comment ça finit. Donc on verra. Cette révolution, il l'amène avec sa fortune personnelle, pas avec l'argent du groupe. LVMH continuera à se développer dans le secteur du luxe, c'est promis. Nous sommes ici chez Louis Vuitton, dans l'atelier des prototypes. Coup d'œil du patron sur les nouveautés maroquineries de l'an prochain. Vous voyez, il y a un aménagement de carte crédit. Plus un aménagement éventuellement Ça c'est nouveau. Vuitton, c'est le navire amiral, la moitié des profits du groupe. De quoi compenser parfois les résultats capricieux des maisons de mode. Lacroix, Givenchy, Kenzo, depuis 10 ans, Bernard Arnault n'a jamais cessé sa chasse aux marques prestigieuses. On le dit redoutable, impitoyable en affaires. Lui jure ses grands dieux qu'il ne fait que son métier. Ça ne m'atteint absolument pas parce que c'est totalement éloigné de la réalité. Je pense que le monde des affaires n'est pas par nature un monde dans lequel il y a des batailles. Et pourtant, en mars dernier, le coup est rude lorsqu'il découvre François Pinault aux côtés des dirigeants de la marque de mode italienne Gucci. Ceux-là même qui refusent de s'allier avec lui depuis plusieurs semaines. François Pinault qui acquiert aussi la marque Yves Saint Laurent. 3 mois plus tard, Bernard Arnault se veut, devant la caméra en tout cas, bon perdant. Ces marques étaient en dehors du groupe LVMH, elles le restent, ça ne change rien. Gucci, c'est une affaire qu'on a ratée pour l'instant. Pas question pour lui d'agresser verbalement un rival dont il ne daigne même pas prononcer le nom. C'est aujourd'hui devant les tribunaux qu'il préfère se battre,
question de tempérament. Il suffit de l'observer pendant ce cocktail, une remise de prix à de jeunes, très jeunes créateurs. Bernard Arnault n'aime ni les mondanités ni les familiarités. Il aime encore moins jouer les vedettes. Ma nature est plutôt d'être discrète. Je crois que ce que l'on cherche à mettre en avant, c'est nos marques. Ce n'est pas leurs dirigeants ou leurs actionnaires. Personnage secret, Bernard Arnault peut malgré tout affronter la foule, le temps d'un concert de piano au Japon, aux côtés de sa femme et du chef d'orchestre Seiji Ozawa. Mais nul doute que sa prochaine offensive, sa prochaine acquisition, se jouera en coulisses, sans caméra ni bouquet de fleurs. L'association Village d'enfants SOS fête son demi-siècle d'existence ce mois-ci. L'originalité de cet organisme est de proposer une alternative plus humaine, plus chaleureuse à ces enfants qui ne sont pas complètement abandonnés, mais maltraités ou délaissés par leurs parents. Le principe de ces placements se construit autour d'une mère, d'un foyer, comme si ces enfants étaient chez eux, entourés d'une vraie famille. Marianne Mas, Dominique Mas. C'est bon, vous allez vous laver les mains, s'il vous plaît ? Une scène de la vie ordinaire au moment de passer à table. Sauf qu'ici, la famille n'est pas tout à fait comme les autres. C'est pas mes enfants. Ces enfants-là ont une maman qui vient régulièrement et moi je suis juste là pour gérer le quotidien, pour avoir des loisirs avec eux, pour être en fait l'adulte de référence et l'adulte responsable. Christine a choisi d'être une mère SOS. Elle assume le quotidien et l'éducation d'Aïcha, Fatima, Mohamed et Omar, 4 frères et sœurs qui lui ont été confiés sur décision de justice. Cela fait 1 an qu'ils vivent ensemble. Au début, ouais, c'est sûr qu'on se demandait comment ça allait être et tout, mais en fait, elle a beaucoup d'humour et tout, puis elle est assez, je dirais, elle a un caractère assez jeune, donc ça a été tout de suite, il n'y a pas eu trop de problème. S'adapter à une nouvelle vie, une nouvelle école, un nouveau quartier et tout cela loin de sa vraie famille, pas toujours facile. Mais ici, tout est fait pour le confort matériel et moral de l'enfant. Les dépenses sont entièrement prises en charge par l'association et la DAS et surtout, on ne sépare pas les fratries. Dans ce village de 10 maisons, on compte pas moins de 51 enfants, un village qui vit dans la ville. L'objectif, me semble-t-il, c'est de privilégier l'intégration des enfants, de faire en sorte que les enfants ne soient jamais montrés du doigt. Moi, je ne veux pas qu'on dise à l'école, dans le quartier, ailleurs, tiens, cet enfant, c'est un enfant SOS. L'essentiel, c'est que tout ce petit monde se retrouve à l'école, ensemble. Mais les blessures sont là, parfois très lourdes à porter. 75% des enfants ont souffert de maltraitance. Pour aider les mères SOS, une équipe d'éducateurs et de psychologues anime la maison commune du village. Un soutien indispensable pour dénouer les crises, écouter les doutes. Des doutes, Christine en a bien sûr, mais elle a reçu une solide formation. Comme les autres mères, la vie qu'elle mène aujourd'hui, c'est un engagement. Moi, je travaillais dans l'animation socio-culturelle. Je travaillais dans des quartiers un petit peu difficiles. J'en avais marre de n'avoir les jeunes que durant leur moment de loisir. Je me disais qu'il y avait peut-être autre chose à faire sous d'autres formes. Un engagement de longue durée puisqu'il peut aller jusqu'à la majorité de l'enfant. En France, 500 jeunes sont aujourd'hui accueillis dans 10 villages SOS. Cet accident de car en Vendée, 13 blessés dont 3 graves. Il s'agit de personnes âgées originaires d'Ille-et-Vilaine et de la Manche qui faisaient du tourisme dans la région. Aujourd'hui se déroulait le championnat de France de cyclisme sur route. Y participait Richard Virenque, mais aussi toute une équipe de jeunes coureurs bien décidés à lutter fermement contre le dopage. Reportage Nathalie de Ringsin, Gilbert Usan. Regardez bien ce peloton, il a changé. Le cyclisme français lave plus blanc et à l'occasion du championnat national, les nouveaux visages étaient en première ligne. Casper, Basson ou encore Moncoutier, ici à l'entraînement, sont les symboles de cette nouvelle génération de coureurs, jeunes, talentueux et propres sur eux. Pour les jeunes coureurs, il faut prendre conscience que là il y a un changement, qu'il faut que le cyclisme reparte sur de bonnes bases. Donc c'est vrai que c'est avec les jeunes qui arrivent qu'il faut prendre des bonnes habitudes. Le cyclisme français a pris un nouveau départ grâce au contrôle longitudinal et une prise de conscience générale. Christophe Basson, Jimmy Casper, les jeunes qui montent se sont longtemps mis en évidence cet après-midi. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont encore progressé. C'est vrai qu'il faut penser aux jeunes qui arrivent parce que tout n'est pas corrompu, tout n'est pas mauvais dans le cyclisme. Le cyclisme est en train de passer un moment difficile et aussi crucial. Mais bon, tout n'est pas pourri comme on pourrait le lire ou l'entendre un peu partout.
Le public, lui, a toujours ses préférés. Richard Virenque reste le coureur le plus populaire du peloton. Les jeunes Français, pour s'attirer les faveurs des spectateurs, devront briller sur le plan international. Mais dans certains pays, face à certaines équipes, le combat est encore inégal. On voit quand même certaines équipes qui aujourd'hui tiennent le même langage que les équipes françaises. Donc il faudra laisser un peu de temps au temps, il faudra que les mentalités évoluent. Et puis pareil, qu'à l'étranger, une nouvelle génération de coureurs arrive au pouvoir pour véritablement construire totalement ce cyclisme nouveau. Aujourd'hui, Daniel Ball a passé une belle journée. François Simon, un coureur exemplaire, a enfin conquis, à 30 ans, son premier titre national. Formule 1 sur le circuit de Manicourt, rendu extrêmement glissant par la pluie. C'est finalement le pilote allemand Frentzen qui remporte le Grand Prix de France. Les Ferraris sont les grandes perdantes du jour. Denis Guérin. Piloter une Formule 1 sous la pluie, certains aiment, d'autres pas. Habituellement, Jean Alesi entre dans la première catégorie, mais le Français peut maudire la météo du jour. Auteur d'un bon début de course, il sort de la piste au moment même où s'abat une violente averse sur le circuit de Manicourt. Comme le veut le règlement, la course est neutralisée. Le temps pour les écuries de procéder au changement de pneumatique. Un changement qui a son importance. En Formule 1, un mauvais choix de pneus se paye en dizaines de secondes au bout de quelques tours. À la reprise, la Ferrari de Schumacher est la première en action. Parti en 6e position sur la ligne de départ, le pilote allemand se retrouve en tête après 1h15 de course. Mais la McLaren noire et blanche de Mika Häkkinen, le Finlandais champion du monde, va revenir. Handicapée par la pluie à mi-course, elle remonte ses concurrents un à un et profite des problèmes techniques de Schumacher. À 7 tours de l'arrivée, Häkkinen est en tête, mais le Finlandais doit s'arrêter au stand pour reprendre du carburant. Un arrêt qui lui coûte la victoire et qui va profiter à un éternel second. Frentzen, le pilote allemand de Jordan, remporte ainsi la 2e victoire de sa carrière. Häkkinen, 2e, conforte son avance au championnat du monde sur Schumacher qui finit seulement 5e. On attendait les favoris, mais c'est bien la pluie qui a joué les premiers rôles cet après-midi. J'en viens maintenant à cette expédition française qui va frapper les esprits. À bord d'une jonque chinoise réplique du XVIIe siècle, une équipe composée surtout de scientifiques vient de mettre les voiles dans le siège de Bougainville sur les traces du célèbre explorateur français du XVIIIe siècle. Et ce pour un voyage qui devrait durer près d'1 an, un périple entre le golfe du Bengale et la Mélanésie. Isabelle Béchler. À quelques jours du départ, l'équipage installe les derniers équipements avec des ouvriers khmers. La pluie est têtue et empêche encore les travaux d'étanchéité. Avec ses 30 mètres de long, la boudeuse a fière allure. Ça, c'est ici, ça ? Tout le monde a hâte de prendre la mer avec ce bâtiment tout en bois, construit voilà 10 ans à Saïgon, sur le modèle des jonques de guerre du 19e siècle. Retrouver l'esprit de Bougainville dans les îles de l'Insulinde est une aventure fabuleuse et néanmoins scientifique qui aura donc mûri à quai, ici, après 1 an de travaux sur la jonque, menuiserie et gréement surtout, dans ce petit port de commerce cambodgien de Kampong Som, l'ex-Sihanoukville. Ici, pas de plaisance et peu de pêche, surtout des cargos et des conteneurs. Un dernier point sur les cartes marines du bord avant de prendre la mer, c'est la spécialité de Fabrice, géographe, qui fera l'inventaire photographique de l'expédition. On rassemble donc tous les clichés qui nous intéressent sur des thèmes tels que l'architecture, la géographie humaine en général, mais aussi géographie rurale, c'est-à-dire les types de cultures. Ma spécialité, c'est l'archéologie péruvienne et ma fonction à bord, c'est la comptabilité, donc qui n'a rien à voir avec l'archéologie, mais toutefois, on est aussi responsable d'expédition et pour ma part, ça sera sur les îles Mentawai. À quelques jours de s'embarquer pour 1 an, l'équipage de la boudeuse, capitaine en tête, accueille les bonzes de la ville. Bénédiction bouddhiste de la jonque pour lui souhaiter bon vent et succès. Patrice, le chef de l'expédition, comme les autres, est plus ému qu'il ne le pensait. Moi je ne suis pas bouddhiste, mes camarades non plus, mais on est au Cambodge et l'amitié qu'on a eue avec ces moines et tout ça fait qu'on veut respecter à la fois ces traditions et à la fois le pays dans lequel on se trouve.
Bon ben tu la récupères comme ça? La jonque est prête. Patrice Franceschi et ses 13 coéquipiers peuvent s'embarquer sur les traces de Bougainville, l'explorateur français qui a parcouru ces mers en train des Mélanésies au XVIIIe siècle. Cette fois-ci, ce sont des photographes, des géographes, des ethnologues qui hissent la grand voile avec les marins. On voulait quand même que le bateau dans lequel on va vivre pendant déjà au minimum 1 an, et qui va nous servir de support pour toute cette campagne d'exploration, soit quand même aussi un navire qui évidemment d'un côté esthétiquement et historiquement corresponde à la zone dans laquelle on mène cette campagne d'exploration, mais qui de toute façon soit beau. Qu'il soit beau, mais aussi équipé pour des campagnes de spéléologie, d'archéologie sous-marine, qu'il puisse affronter typhons et pirates et accueillir les autres chercheurs qui rejoindront l'expédition en route entre les îles Andaman, Mentawai, Célèbes, Flores et Palawan. Et cette expédition à laquelle s'est associée France 2 sera portée à l'antenne l'année prochaine à travers une série de 6 documentaires. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle viennent d'être classés cette année au patrimoine mondial de l'humanité. Ce pèlerinage attire de nombreux marcheurs dont les motivations ne sont pas que religieuses. David Bazier et Frédéric Grinchec ont rencontré quelques-uns de ces adeptes au cœur des Pyrénées. Des pas saintement, lentement placés sur un chemin qui nous vient du Moyen-Âge. Dans la solitude sur le chemin, quand le chemin n'est pas trop dur, pas comme aujourd'hui, eh bien, on prie, on pense, on médite. Le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est 3 voies principales. Celle de Tours, de Vézelay et du Puy, qui convergent à Ostabat, un petit village en plein cœur du Pays Basque. Une borne symbolise la réunion des 3 chemins et les valeurs des pèlerins venus de l'Europe entière. Les gens, en marchant de la sorte vers les limites du continent, ont eu envie d'aller vers leurs propres limites et de se surpasser certainement, dans des motifs très divers, autant religieux qu'humains, relationnels, ainsi de suite. Ce n'est pas la religion qui fait avancer ces pèlerins-là. Le vrai pèlerin. Et non, puisqu'on couche à l'hôtel, on n'est pas les vrais. Non. Non, c'est pas. Oui. Nous ne sommes pas les pèlerins. Nous sommes seulement les cyclistes. Car le boom de la randonnée apporte aussi ses cyclistes et ses marcheurs au pèlerinage. Les motivations sont tout autres. M'enfuir un peu de la ville. Ça fait du bien. Quitter un peu tous les excès, tout ça. C'est beau. Moi j'ai arrêté mes examens. Alors je vais voir un peu si je peux avoir de la volonté pour réviser en août. Ce qui attire les pèlerins, c'est aussi les maisons hospitalières qui tout au long du chemin offrent le gîte et le couvert pour moins de 50 francs. Croyants et marcheurs s'y retrouvent. On a le temps pendant le chemin d'être soi-même, de pas tellement réfléchir parce que il y a la fatigue, hein, on marche. Moi je fais pas un pèlerinage pour prier toute la journée. Hein. Roncevaux, les portes de Compostelle sont ouvertes. Le 25 juillet, ils seront des centaines de milliers à atteindre la ville du Saint. La fête du cinéma pour la 15e année, ce rendez-vous qui propose aux cinéphiles et aux autres un passeport permettant de voir autant de films que possible à raison de 10 francs par séance. Ce laissez-passer s'obtiendra pour un billet acheté plein tarif. Plus de 4500 salles participent à cette fête du cinéma qui se déroulera jusqu'à mardi. Le record à battre est celui de 1997 avec plus de 4 millions d'entrées. Sorti mercredi prochain sur les écrans d'Une bouteille à la mer, un vrai film romanesque et sentimental avec un trio de charme, Kevin Costner dans le rôle principal, entouré de Paul Newman et Robin Whitepen, une romance d'amour adaptée d'un livre à succès qui a été en tête de tous les hit-parades aux États-Unis. Nicole Cornu-Langlois. 3 acteurs mythiques et inspirés. 3 personnages en quête de tendresse, d'affection. Ils sont réunis à cause d'une bouteille jetée à la mer. Un message d'amour et de désespoir pour une femme disparue. Un message si beau que celle qui le trouve part à la recherche de son auteur. Il est charpentier de marine, veuf inconsolable, mais il l'emmène tout de même en bateau. Il était très abîmé? Négligé.
Oui, je connais ça. On peut toujours rêver à des rencontres inévitables. Mais oui, le cinéma est fait pour ça. C'est même ce qu'il fait de mieux. On pense à Waterworld. Kevin, c'est certain, est passionné par la mer. L'océan a beaucoup joué dans ma carrière. C'est un lieu romantique, tranquille et solitaire. Elle vit dans un monde opposé. Elle est journaliste à la Tribune de Chicago. Je pense qu'elle est instable. Elle accepte d'être seule, elle aime son travail, c'est une bonne mère. Elle n'est pas nécessairement malheureuse, mais sa vie est totalement vide. Un autre obstacle, il vit avec son passé ni le présent et refuse le futur, ce que lui reproche son père. Le sujet, c'est le changement. Tout le monde peut changer, même toi. C'est bien ça le sujet. Excellent repas. C'est un mélange compliqué entre le père et le fils. La distance et l'affection, un mélange intéressant. C'est un film sur l'amour perdu et la malchance, mais sans aucune brutalité. Âme sensible, ne pas s'abstenir, ce film est fait pour vous. Vous allez pleurer et souffrir. Ingrédients efficaces, acteur parfait. Je ne veux pas te perdre. Tu es sûr? Pour ceux qui croient que les bouteilles à la mer existent encore. Escale parisienne pour la danseuse étoile Sylvie Guillem, à chaque fois un événement. Sylvie Guillem, qui a quitté l'Opéra de Paris il y a 10 ans, se fait trop rare en France. Ces jours-ci, elle est l'étoile invitée de l'Opéra Bastille pour le Lac des Cygnes, repris dans la version de Nureyev. Portrait Antoine Cormery, Christian Leroux. Attention en musique, vous êtes en retard, bien en rythme. Sylvie Guillem. Je suis en 2e division avec Madame Jacqueline Moreau. J'ai 14 ans. Je suis entrée à l'opéra dans le cadre d'un sport-études gymnastique. J'ai préféré la danse à la gym. Cela m'a tout de suite passionnée. C'était il y a 20 ans à l'école de danse de l'opéra. Depuis, la jeune fille un peu timide s'est muée en étoile resplendissante, sans doute la plus grande de sa génération. Tout juste une décennie après un départ fracassant, elle revient une nouvelle fois sur la scène de Bastille, prouver que ni la gloire, ni les honneurs de par le monde n'ont altéré la passion de son enfance. Surtout ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a gardé la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse, et cette envie toujours d'apprendre d'autres choses et de se renouveler. Aux côtés d'un autre danseur d'exception, la voilà donc au travail, répétant une millième fois ce Lac des Cygnes, dans lequel elle a toujours su imposer sa personnalité. Sylvie, elle est elle. Et pour moi, c'est ce qui est très très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'être comme ce qu'on souhaiterait qu'ils soient. Sylvie, non. Elle est elle. En tout cas, c'est comme ça que moi je la perçois. Mais elle, pour qui les plus grands chorégraphes contemporains ont écrit des ballets éblouissants, n'est-elle pas frustrée de danser une énième fois le cygne dans ce très classique monument du répertoire ? Il y a déjà une base qui est très très solide, parce que sinon ce ballet n'existerait plus. Donc la base est là, très solide, avec une grande valeur, une grande qualité. Maintenant, c'est qui vous mettez au centre et qui raconte l'histoire qui est important. Non, c'est pas plan-plan, absolument pas, parce que je vous assure que d'abord faire un Lac des Cygnes, c'est pas plan-plan. C'est un des ballets les plus difficiles et ça vous tient en forme. En plus, techniquement, ça vous permet de garder une forme de haut niveau. J'ai fait ta. Le rideau retombé, Sylvie Guillem s'en retournera dans son exil londonien travailler les ballets d'autres chorégraphes, mais aussi ceux qu'elle écrit désormais. Un défi immense, un nouveau rêve de petite fille. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres, ou le principal titre. 2 hommes toujours en fuite après l'évasion spectaculaire des Baumettes à Marseille. Celui qui est en cavale a été condamné pour meurtre. Le plan éperté a été déclenché.
Dans un instant, la météo présentée par Nathalie Riouet. 20h50, votre film, Faute de preuves. Dernier journal présenté par Florence Duprat à 0h10. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Jacques Toubon. À 20h, vous retrouverez Benoît Duquesne. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.